Bonjour à tous. À l'occasion de la 6e édition de République en tête, je vous propose tout simplement d'assister à une table ronde consacrée au sport urbain. Je vous présente de suite nos invités qui ont accepté de débattre aujourd'hui. Robin Lenné, bonjour. Voilà, il est avec nous. Vous avez 26 ans, vous êtes doctorant à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Vous venez de terminer une thèse consacrée à ce que vous appelez la ville récréative. Et on verra tout à l'heure ce qui se cache derrière ce terme. Pascal Taton, juste à mes côtés, bonsoir. Vous allez bien ? Toujours avec le micro, hein, Pascal. Vous dirigez depuis 10 ans, l'agence de développement des territoires Nancy Sud-Lorraine. Cette agence s'appelle Scalen et elle a pour mission d'aider et d'accompagner les collectivités dans leur développement urbain, social et culturel. Elle a été créée en 1975 et elle compte une quarantaine de collaborateurs. On en parlera tout à l'heure. Hervé Masson, vous êtes juste à côté de moi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le gérant de Fétiche Skate Shop. C'est une boutique de vente de skateboard ouverte il y a 3 ans sur Nancy, c'est bien cela ? C'est ça. Vous êtes vous-même skater, je présume ? Oui. Et vous nous direz tout à l'heure si le profil du skater il a évolué au cours de ces dernières années et bien sûr si le business est au rendez-vous. Nathaël Grégoire, bonsoir. Ça va, bonsoir. Alors vous avez 25 ans, vous habitez Nancy et Exactement. vous êtes le co-créateur d'une marque de skateboard qui s'appelle tout simplement Duo. Duo. Voilà, c'est écrit sur votre sweatshirt. Enfin, Florent Baraban, vous êtes le fondateur de la marque 7 Plis. C'est une marque de lunettes dont les montures sont réalisées dans des planches usagées de skate shop. Vous êtes également skateur, je présume ? Tout à fait. Ok, avec le micro. Et vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous êtes engagé dans cette folle aventure de la lunette en bois. On va commencer avec vous, Nathanaël. Vous êtes skateur. Il y a 3 ans, vous avez lancé votre propre marque de skateboard, des planches que vous imaginez, que vous dessinez, que vous... C'est ça, oui. C'est ça, hein ? Qu'est-ce qui vous avait donné envie de créer des planches, Nathanaël ? Vous ne trouviez pas sur le marché la planche de vos rêves ? Si, mais ce qui nous a donné envie, en fait, c'est déjà le fait d'entreprendre. Avec, donc on est 2 sur Duo. Ensuite, c'était dans la volonté de faire bouger les choses, surtout en France, de pouvoir mettre de plus en plus d'activités. Et voilà, c'est une aventure, une start-up qui démarre comme ça. Aujourd'hui, vos planches, elles sont fabriquées au Canada, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Pourquoi vous les fabriquez au Canada ? Pour le bois. Le bois qu'ils produisent, en fait, c'est du bois d'érable et c'est le meilleur pour produire des planches. D'accord. C'est pas trop compliqué de faire fabriquer au Canada ? Il n'y avait pas de fabricant plus proche ? Il y en a, mais c'est pas la même qualité. Et si, c'est assez compliqué, ça demande quand même pas mal de logistique. Et aussi, ça se trouve pas comme ça en fait, un fournisseur. Il faut aussi le démarcher, il faut lui prouver qu'on est fiable et qu'on peut travailler ensemble. C'est quoi la qualité de l'érable pour une planche ? Il y a plein de facteurs pour une planche. Ouais, c'est quoi ? C'est la souplesse, la rigidité ? Il faut quoi ? C'est la rigidité, comment elle va résister au choc, comment elle va aussi transmettre le choc dans notre dos, dans nos talons. Il y a plein de facteurs en fait. Aussi la forme, la taille, tout ça. Donc là, vous avez trouvé le fabricant idéal au Canada. Vos planches sont vendues dans une dizaine de boutiques, si je ne dis pas de bêtises. Non, pour l'instant, elles sont soit sur notre site internet, soit chez Hervé. On va mettre dans d'autres skate shops aussi. D'accord. Dans toute la France. Là, vous êtes en plein développement, si je vous écoute bien, c'est ça ? C'est ça, oui. Ok. C'est quoi le prix de vos planches, au fait ? Alors, ça va entre 45 pour la moins chère et ça peut monter jusqu'à 70. D'accord. Ça, c'est uniquement la partie bois ou c'est avec les roulements, les roues, etc. Uniquement le bois. D'accord. Et donc là, vous arrangez en même temps pour fournir une planche complète ou alors c'est uniquement la partie planche Non, en fait, tout le reste, ça s'appelle le hardware et nous, on ne s'occupe pas du tout du hardware. On fait soit du vêtement, soit du plateau. Aujourd'hui, vous êtes sur un marché de niche avec vos planches à 45-70 € ou pas ? C'est pas forcément une niche, mais c'est un marché comme un autre. Hervé Masson, qu'est-ce qui vous a donné envie, pour votre part, d'ouvrir une boutique il y a 3 ans ? Vous étiez déjà dans ce secteur d'activité ? Oui, j'ai toujours travaillé dans le skate, en fait. Et j'ai travaillé pendant 8 ans dans un skate shop à Nancy. C'était le plus gros skate shop à Nancy, rue des 4 Églises. Oui. Ça s'appelait East Pro Shop. Et donc, ils ont cessé, après 14 ans de boutique, le magasin pour faire d'autres choses. Ils s'étaient séparés, donc après des déménagements, etc.
Il y a eu des revirements. Et donc, moi, je me suis retrouvé sans métier, du coup. Alors, c'était donc l'année où le président de la République nous conseillait de Traverser la route. traverser la rue. Exactement. Vous l'avez traversé. J'ai traversé Voilà, et j'ai comme trouvé quoi. ma boutique. Voilà. On s'est moqué de lui, il avait peut-être raison. Et il avait avec vous. complètement raison. La seule chose sensée qu'il ait dit, j'ai l'impression. Dans votre boutique, il avait peut-être pensé à vous, hein, ça doit être ça. Dans votre boutique Fetish Shop, Sketch Shop, pardon, vous vendez plutôt quel type de planches, vous? qu'il y a Des types de Haut de street. gamme, moyen. Ah, street. Par rapport à D'accord, ça, ok. déjà, je ne suis pas spécialisé longboard ou autre skate. Voilà. D'accord. Donc c'est essentiellement du street. Et, Du moyenne gamme, du haut de gamme, du low cost? je fais toutes les gammes, D'accord. de la première planche pour débuter jusqu'à la planche un peu pointue quand on est bien. Quand on est à l'aise Quand sur on une est à l'aise, planche. ouais, voilà, quand on C'est skate c'est depuis quoi le longtemps. prix moyen d'une planche chez vous? Ça va de 80 €, une planche toute montée, low cost, comme vous dites, et ça peut aller jusqu'à 250 et plus. Quand on s'est parlé au téléphone et quand on s'est vu juste avant, vous m'avez dit que vous aviez démarré le skate aux alentours de 13 ans, si je dis Oui, pas c'est à de peu près bêtises. ça, oui. Vous continuez à en faire? Oui, Il n'y a pas beaucoup d'âge moins. il y a pas d'âge limite? J'ai pas l'impression. Sauf si- Après, ça va être le corps qui va nous Oui. dire d'arrêter, hein, mais sinon, au niveau de la motivation, tant qu'elle Ouais. est là, Vous prenez toujours on autant de continue. plaisir sur un skate? Oui, je suis fatigué un peu, mais non, c'est toujours agréable. Ouais. Oui. J'arrive pas à arrêter, en fait. D'accord. Mm. Florent Baraban, on va changer de décor avec vous. Vous avez fondé en 2015 la marque de lunettes 7 plis. C'est une marque originale puisque les montures sont en bois et elles sont issues de planches comment? De planches de skateboard, voilà, Ouais, exactement. de planches de skateboard, mais qui sont à l'abandon, qui sont usagées. Voilà, C'est quoi? tout à Quel fait. terme vous Des utilisez? vieilles planches qui sont tout simplement recyclées. Mhm. Donc aujourd'hui, on fait des lunettes, mais surtout plein d'autres accessoires, Oui. en passant par la montre, les bagues, les clés USB, on fait des couteaux. On Ah a oui. toute une multitude d'accessoires. En fait, la marque s'est développée autour du skateboard recyclé, au-delà de la lunette. Et alors, pourquoi la lunette, au fait? Alors la lunette, parce qu'à la base, je suis opticien. Ah, ça aide. Voilà, donc ça a combiné un petit peu, on va dire, ma profession et puis à Et la votre fois ma passion. passion pour le skate. Mhm. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a assez rapidement eu l'aval de la sécurité sociale, donc ce qui nous a permis d'avoir les agréments pour pouvoir être présent dans les magasins D'accord. d'optique, ce qui a permis de crédibiliser l'ensemble du projet Vous avez commencé le skateboard à quel âge? aux alentours de 12-13 ans également. Oui, vous en faites toujours. Oui, mais beaucoup moins que mes confrères ici sur le plateau. C'est pas trop compliqué de récupérer des skateboards usagés? Ah bah, on a un bon réseau, c'est filière. vrai qu'on a voilà, quand même beaucoup de partenaires. Et puis, avec l'aide des réseaux sociaux, ça nous a permis quand même d'avoir une petite notoriété. Et de là, on récupère, on va dire, entre 1 tonne et 1,5 tonne de planches Ça fait combien de par an. planches ça par fait an? à peu près, soit, je dirais, 600-700 planches. Hein, peut-être je me trompe. Hein. Et ça suffit par rapport à votre fabrication? Oui, ça suffit amplement, puisque dans une planche, on peut faire jusqu'à 6 paires de lunettes. Et puis après, dedans, il y a encore de multitudes de morceaux de bois qu'on peut réutiliser pour faire tout type d'accessoires, de petits en remplaçant des plus gros. Est-ce que vous... Ah oui, des jeux d'échecs Voilà, on fait aussi? des jeux d'échecs, des stylos, les baguettes de batterie qui arrivent là pour Noël. D'accord. Voilà. Est-ce que vous payez pour ces skateboards usagés? Alors, Comment ça se passe? on peut payer en général plutôt en articles, en accessoires. Mhm. Un skater, quand il nous apporte 50 planches, il a le droit à une paire de lunettes gratuites taillées dans une de ses planches. D'accord. Donc ça permet notamment de récupérer un maximum de planches. Puis d'autre part, sur les étuis des lunettes, par exemple, on va inscrire l'historique de la planche, par qui elle a été pratiquée ou quelle est la meilleure figure qui a été réalisée avec. Ainsi, ça permet d'apporter un supplément d'âme à chaque article et puis à la fois d'honorer le skater qui nous a donné sa planche. Vous fournissez monsieur en skateboard usagé? Oui, dès Tout qu'il à passe fait. au magasin, je lui donne les vieilles planches que je récupère des anciens clients. Ouais. D'accord. Ce qui veut dire que spontanément, les clients vous ramènent leur skateboard usagé? Ils arrivent avec leurs planches cassées le plus souvent, Oui, vu qu'ils récupèrent d'accord. les trucks et les roues qui sont dessus. Mhm. Donc on démonte ensemble et on remonte la nouvelle. Donc la vieille, s'il n'est pas trop fétichiste, il nous la donne. Quoi. Voilà. Bon. Nathanaël, vous avez une politique de récupération des skateboards usagés ou pas? Alors non, pour l'instant non, aucune. Mais Ça vous tente d'avoir finalement une filière avec monsieur qui fabrique de son côté? on lui en a déjà passé pas mal de fois, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Là, je Oui. les accumule pour avoir une paire de lunettes, justement. Et puis c'est vrai que l'équipe Duo ont une super idée parce qu'ils voulaient faire sur leur prochain visuel de planche des lunettes en fait déjà en pointillé sur d'accord. potentiellement peut-être une prochaine collection qui permettrait d'avoir déjà l'emplacement de là où on va découper les lunettes par la suite. Ah, pas mal, excellent. Ça marche comment le business pour vous, Florent? Nous ça va très bien.
Oui. C'est vrai Vous êtes combien de salariés aujourd'hui? qu'aujourd'hui, on est 5 chez Setpli. Et les perspectives de développement, c'est quoi? C'est assez intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas des perspectives qui sont chiffrées aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir une vidéo qui est passée sur Brut l'année dernière qui nous a un petit peu mis en lumière. Oui. Et puis depuis, on essaye de répondre avant tout à la demande. Donc vous y arrivez? Et on y arrive tant bien que mal. Ah, Voilà. c'est difficile. Voilà. Vous seriez prêt à embaucher? Vous avez du mal à Oui. trouver du Là, personnel on pense qualifié? embaucher dans l'année à venir, tout à fait. Et c'est difficile de trouver du personnel qualifié ou pas? C'est difficile, oui, certainement un petit peu. Et puis c'est aussi que les budgets au début ne le permettaient pas, c'est-à-dire qu'il fallait à la fois subvenir aux commandes, mais à la fois on n'avait pas encore forcément la trésorerie qui nous permettait de pouvoir embaucher du personnel. Le nombre de pratiquants de skateurs en France, vous avez une petite idée des chiffres aujourd'hui? Je sais qu'il y a eu une baisse, entre guillemets, du nombre de pratiquants à un moment donné. Ça repart à la hausse ou pas? Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai engouement en ce moment pour le skateboard. On le voit notamment avec l'entrée aux Jeux Olympiques. Ça a beaucoup joué? Vous le ressentez, vous, dans votre magasin, des Oui, jeunes bien qui sûr, ont vu aussi au niveau du public concerné. Et il y a de plus en plus de juniors et de filles. Ah. Et aussi les vieux skateurs qui ont arrêté dû à la famille, au travail. Ils avaient arrêté de skater. Forcément, avec l'arrivée de leurs enfants qui ont envie de skater, ils reskatent avec eux. On commence à quel âge le skateboard, en règle Ça générale? peut commencer à 8 ans, Oui. à peu près. Et les filles, il y en a de plus en plus? Oui, vraiment. Il y a des écoles de skate ici sur l'agglomération d'Ancéenne? Il y avait la MJC Bazin, mais c'était pas réellement des cours. Moi, j'ai donné un peu de cours là-bas parce que j'avais un brevet d'État dans le temps. Enfin, je l'ai toujours, mais je m'en sers plus. Et là, c'était plutôt des créneaux ouverts aux skateurs, quoi. Maintenant, on essaye de mettre en place quelque chose avec Nathanaël et d'autres personnes pour mettre une école de skate en place. Ouais. Le skateboard, c'est un milieu plutôt ouvert ou plutôt un milieu un peu macho, réservé aux garçons? C'est super ouvert. C'est très C'est ouvert. super ouvert. Super ouvert. Puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que même si un inconnu va arriver, il est avec un skate, il fera quand même partie de la famille. On va tout de suite, s'il a besoin d'aide, on va l'aider. Voilà, on s'aide tous et il n'y a vraiment aucune animosité entre skateurs. Enfin, c'est très rare. Et c'est vraiment une famille, quoi, une grande famille. Alors, on va passer la parole à Pascal Taton. Je l'ai dit en préambule, vous dirigez l'agence de développement des territoires Scalon. Alors, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire sur un débat comme ça? On est en train de parler avec, entre guillemets, des jeunes de skateboard. Vous êtes skateur, vous? Non. 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 Je suis déjà monté sur un skate, mais... Seulement monté? Ouais. Vous n'êtes pas tombé? Il y a quelques temps. Non, Ouais. je ne suis pas tombé. Il y a quelques temps, mais je n'ai pas pratiqué. Alors, on pourrait se demander effectivement ce que vous faites là, mais vous avez un rôle important parce que pour faire du skate, il faut des aménagements et ça se pratique dans le milieu urbain. Ce qui explique aussi votre présence parce que vous êtes là pour conseiller des collectivités et les collectivités sont de plus en plus nombreuses à regarder avec intérêt le skatepark. Alors, les skateparks, c'est pas d'aujourd'hui, ça date des années 70 déjà. Quelle est l'évolution aujourd'hui des collectivités vis-à-vis de ce sport en particulier, puis peut-être vis-à-vis d'autres pratiques comme le roller, le BMX, etc., tous les sports qu'on peut retrouver en milieu urbain? Il y a un engouement réel qui fait que, et on en parlait tout à l'heure, c'est une pratique qui s'est faite dans l'espace urbain sans aucun espace dédié en fait. Oui, mais aujourd'hui, il y a un tel engouement qu'il est nécessaire d'avoir des équipements qui soient adaptés et qui puissent accueillir du monde. Et puis, est-ce que vous avez le sentiment qu'on va avoir le même engouement qu'on a eu à un moment donné? Vous savez bien, tous les élus voulaient leur rond-point, leur giratoire, ils voulaient tous aussi leur salle des fêtes, leur gymnase. Voilà, c'était le combat, toutes les communes, elles le voulaient. Tout à fait, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, il y a vraiment une nécessité de répondre à cette demande. D'autant qu'aujourd'hui, il y a à la fois des gens comme ceux qu'on écoute là et qui sont des praticiens très aguerris, mais il y a aussi la tentation pour des tas de jeunes de venir, de découvrir. Donc ça, il est important là d'avoir des espaces dédiés parce que je pense que là, ils pourront en parler mieux que moi. Mais la pratique comme ça dans la rue, sur des trottoirs ou autres, ça peut être aussi peut-être une pratique plus à risque. Ça permet à des jeunes qui arrivent, comme le disait Nathanaël tout à l'heure, d'être accueillis, d'être conseillés. Donc aujourd'hui, c'est un souhait, je pense, des collectivités de pouvoir développer ça. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est une activité spectaculaire.
Donc quelque part, c'est aussi un spectacle qu'on introduit dans l'espace urbain. Un spectacle, vous voulez dire aussi pour les citoyens qui se promènent, Exactement. Je pense le que promeneur. quiconque est allé devant un skatepark s'est arrêté une seconde parce que c'est sympa à regarder, quoi. Et ça, c'est aussi l'idée que l'espace public est un espace aussi un espace de spectacle, un spectacle qu'on peut voir. Ce qui veut dire aussi qu'il faut une vraie réflexion sur l'implantation de ces skateparks ou de ces aménagements. Ça se fait à quelle échelle de territoire on C'est réfléchit plutôt les aujourd'hui? communes. C'est plutôt les communes aujourd'hui qui réfléchissent à ça. Alors soit il y a des aménagements très modestes, hein, c'est-à-dire quand c'est des modules qui sont posés, ça c'est vraiment pour répondre à une demande assez rapidement. Soit comme c'est le cas donc dans l'agglomération, c'est plutôt à Nancy où il y a eu un vrai aménagement qui a été fait et qui effectivement a été inséré dans un aménagement urbain. C'est-à-dire que c'est pas seulement un équipement qui est posé là, c'est un aménagement qui a été fait. Il se trouve qu'il est près de la Meurthe, il est sur une esplanade, il y a un flux assez important. Donc c'est vraiment un espace qui est intéressant à voir. Et en plus, il est sur des parcours vélo, des parcours de course. Donc il s'intègre dans un ensemble. Pascal Taton, c'est quoi le coût moyen d'un skatepark? J'en ai vraiment aucune idée. Alors, ça coûte cher? Alors, je ne sais pas si ça coûte cher. On dit que ça coûte à peu près entre 200 et 600 euros du mètre carré. Il y a un équipement à Épinal qui a coûté à peu près 300 000 euros. Celui de Nancy, on dit qu'il est à 400 000 euros. Pourquoi je dis on dit? Parce qu'il faut voir ce qu'on intègre dedans. Il y a stricto sensu l'aménagement pour que les skateurs soient là. Il y a quand même des abords à réaliser. Il y a après, suivant des aménagements, des skateparks qui sont éclairés. Donc là, ça entraîne des coûts supplémentaires. Donc là, après, voilà, tout dépend du niveau d'ambition qu'on se donne. Il y a un coût d'entretien, de maintenance, ou alors, ça coûte pas... Oui, il y a un coût d'entretien. Mais oui, j'imagine. Ouais. Parce que ça arrive quand même qu'il y ait des dégradations. Oui, j'imagine. Même des malfaçons dans la construction. Donc oui, il y a quand même un entretien régulier, même ne serait-ce que... Pour les services techniques des mairies, c'est vider les poubelles, les espaces verts, tout ça, parce que c'est important qu'il y ait aussi des espaces verts dans les skateparks. J'ai aucune idée. Ça s'abîme rapidement, un skatepark? S'il est en béton et qu'il n'y a pas de défaut, normalement non. Mais je pense, c'est comme vous dites, c'est que les dégradations, ça dépend de la qualité de la réalisation. Si c'est bien réalisé, c'est quand même des choses en béton, c'est quand même assez solide. Ça dure des années. Ça tient bien la route. Alors après, c'est très sollicité, et s'il y a eu des défauts dans la réalisation, c'est plutôt là que ça souffre. Puis après, il y a ce que dit Nathanaël, c'est que comme c'est un lieu qui attire beaucoup de monde, il y a de la fréquentation. Donc là, la fréquentation autour, voilà, c'est de l'entretien quotidien, les ordures et tout ça, tout ce qu'il peut y avoir autour. Enfin, c'est quand même pas un équipement, je pense, très qui nécessite coûteux. un grand entretien. Franchement. Est-ce qu'on a une petite idée aujourd'hui à quoi ressemblera le skatepark de demain, celui dans 10 ans, dans 20 ans? Alors, j'ai l'impression d'être quand même le plus mal placé pour répondre, donc je vais plutôt leur envoyer la balle. Moi, pour quelqu'un qui suit un peu ça, moi j'ai le sentiment que ce dont on va avoir besoin, c'est la distinction. C'est compte tenu du succès, aujourd'hui se mêlent des gens aguerris et des gens qui débutent, voire, Nathalie le disait tout à l'heure, des enfants. Que les parents peut-être ne mesurent pas toujours. Voire des conflits d'usage, c'est-à-dire skate, roller, BMX, trottinette. Quiconque a été un débutant en ski et s'est trouvé sur des pistes avec des gens qui dévalaient a compris ce que c'était que le risque. Et je pense que peut-être qu'il y aura la nécessité d'avoir des équipements, mais ça existe déjà, je crois, plutôt différenciés suivant les pratiques. Voilà. Alors après, sur les types de pratiques qu'on peut faire, ça, eux sauront mieux dire que on va leur poser la question, Nathanaël, Florent. Hervé, vous le voyez comment, vous, le skatepark? Je pense qu'il sera vraiment mêlé à l'urbanisme, quoi. Ce sera moins des gros skateparks. Ce sera plus, enfin moi ce que j'imagine, quoi. Une ville skatable de toutes parts, quoi. D'accord, des petits. Mais sans déranger ni les piétons ni les voitures, bien sûr. Voilà, des petits skateparks. Dans le respect de tout le monde. Hein. Mais des petits spots, comme on dit, quoi. Des petits spots, ce qui veut dire réservé uniquement à la pratique du skate, ou alors on peut mélanger les usages? Non, si on veut faire du parcours dessus, bienvenue. Hein, Non, pas de problème. Florent? Moi, c'est vrai que j'avais remarqué que il y a certains parcs qui sont des fois un peu plus dédiés pour telle ou telle discipline. C'est vrai que ça peut me sembler être effectivement pas une trop mauvaise idée. En tout cas, surtout en fonction des âges, parce que c'est vrai que des fois, sur le skatepark de Nancy, on a quand même beaucoup d'enfants en fait, qui viennent comme si c'était une aire de jeu. Et à la fois, ils n'y trouvent pas forcément leur compte, et puis ça peut être aussi dangereux pour les autres pratiquants. Mais sinon, je pense que l'idée de faire des petits spots, c'est une très bonne idée. Ouais. Alors le skate se pratique plutôt quand le temps s'y prête, c'est-à-dire quand il est clément, quand il ne pleut pas déjà, ce qui veut dire que vous seriez favorable plutôt à des skates couverts aujourd'hui?
Ça peut être intéressant. Jusqu'à présent, à la MJC Bazin, il y avait quand même des espaces où on pouvait quand même pratiquer la discipline en aménageant les modules. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, avec Hervé notamment, à la MJC Bazin, où on pouvait vraiment moduler l'entièreté des modules à l'intérieur de l'espace, et ça permettait d'avoir 1 ou 2 journées dans la semaine dans laquelle on pouvait pratiquer dans des espaces couverts. Et c'est vrai que dans notre région, je pense que c'est quand même intéressant. Oui, Nathanaël. Oui. Ça serait intéressant. Il en faut. Ah Il n'y en a pas assez. Hein, il n'y en a même pas du tout. Il n'y en a pas du tout, C'est d'accord. simple. Bah voilà, c'est encore plus simple. En tout cas, dans la Là, ça fait partie de vos demandes, de vos attentes. Vous collaborez avec les collectivités, vous allez les solliciter pour ça. Comment ça se passe? On les a sollicités, on a contacté plusieurs personnes, notamment dans les services de la métropole, tout ça, pour leur suggérer des idées. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti pour l'instant. Puis il faut aussi quand même trouver le lieu, le financement, et il y a beaucoup de choses, quoi. Donc, mais est-ce que les skateurs sont suffisamment unis, forts ensemble, etc., où chacun fait sa petite affaire dans son coin? Comment ça se passe? Il y a une filière quand même Il y a quand même des associations, il y a un milieu associatif assez fort. Et donc, mais unis? On parle tous d'une même voix? Oui, je pense que... Moi, on m'a toujours dit, le skateur, il est très indépendant, il privilégie sa liberté, s'il est son entre autonomie. skateurs, ils sont indépendants tous. Oui, d'accord, ok. Et non, on a la même voix, et Oui. on veut vraiment aller dans le même sens entre skateurs. Donc, on veut des infrastructures, on veut être écouté, pris au sérieux, quoi. On va sortir un petit peu du skateboard, si vous le voulez bien. C'est pour ça que j'attendais pour passer la parole à Robin Lenné. On va parler d'autres pratiques récréatives. Robin Lenné, vous avez 26 ans, vous êtes doctorant, et dans le cadre de votre thèse, vous avez mené une enquête sur le terrain, sur certaines pratiques récréatives dites transgressives en milieu urbain. À quelles pratiques vous êtes-vous intéressé en particulier ? Alors, je me suis intéressé à 2 activités que j'ai choisies parmi pléthore de possibilités que j'ai progressivement éliminées pour différentes raisons. Donc, je voulais m'intéresser aux activités récréatives physiques, dites sportives, mais aussi à des activités qui sont plutôt du côté de la culture et du champ artistique. Oui. Et donc, j'ai jeté mon dévolu sur le parcours et l'urbex. Alors, parcours, c'est quoi ? Le parcours, c'est quoi? Si je devais vous donner une image qui souvent immédiatement fait tilt, c'est le film Yamakasi. Oui, voilà. On voit très bien. Voilà. Il avait été produit par Luc Besson, si je ne dis pas de bêtises. Non ? Il n'a pas été produit par Luc Besson, mais Luc Besson était déjà dans l'équipe. Luc Besson a d'accord. produit les films Banlieue 13 qui ont suivi. Donc le parcours... Alors, on va voir peut-être quelques images. Hein. On a quelques images qui défilent. Donc le parcours, c'est cette activité de personnes qui, dans l'espace urbain, public ou non public, évoluent et cherchent à aller d'un point à un autre. Alors parfois, il y a 50 mètres entre 2 points, parfois c'est seulement 3 mètres, en étant le plus efficient possible, c'est-à-dire en y allant le plus vite possible, mais tout en ménageant leur corps et tout en essayant d'être logique dans leur façon de franchir les obstacles. Quelle est l'idée qui sous-tend derrière ça? C'est simplement d'aller à un point A à un point B en utilisant, sans faire de détour, s'il y a un mur devant moi, je le franchis, je l'escalade, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de ne pas avoir à s'écarter de la ligne droite. Le plus souvent, on ne s'écarte pas de la ligne droite. Donc, s'il faut sauter en contrebas, on saute en contrebas. S'il faut franchir un vide pour s'accrocher à la barrière, on franchit le vide pour sauter à la barrière, comme on peut le voir sur les images. Donc, on se sert des éléments qui sont des éléments urbains, d'aménagement ou pas d'aménagement, des immeubles, etc. On se sert, et donc, dans le jargon, on dit qu'on les détourne. Le plus souvent, la façon dont on les utilise, ces éléments, ce n'est pas la façon dont ils ont été pensés à l'origine. Pour autant, ça reste tout à fait possible de manière pratique de se suspendre à une barrière ou de mettre les pieds sur un muret. Il y a beaucoup de pratiquants de parcours? C'est, comme pour le skateboard, impossible d'estimer le nombre de pratiquants. Aujourd'hui, il y a des associations, déjà, à travers toute la France et à l'étranger. Des associations de 40, 50 adhérents comme à Dunkerque, des associations de 200 adhérents comme à côté de Lille. Ces associations sont pour la plupart fédérées dans une fédération qu'ils ont créée eux-mêmes, nationale, donc ça fait plusieurs milliers de pratiquants. Et puis derrière ça, on a tous ceux qui sont street, qui ne veulent pas s'inscrire dans des associations ou qui ne le font pas parce qu'il n'y en a pas, et qui sont certainement aussi des milliers à travers la France. Alors, c'est quoi le portrait robot
Une personne qui fait du parcours, je ne sais pas quel nom on lui donne d'ailleurs. Alors une personne qui fait du parcours, ça s'appelle un traceur. Un Et traceur. quand c'est une femme, c'est une traceuse. D'accord. Et donc le portrait robot, parce que j'ai essayé de le faire en récoltant des informations, le portrait robot c'est un garçon, D'accord, encore. le plus souvent un jeune homme, Mhm. pas un adolescent, un jeune homme, urbain. Et quand je dis urbain, ça ne veut pas forcément dire qu'il vit en centre-ville, mais c'est quelqu'un de la ville, quelqu'un qui à un moment dans sa vie a vécu en ville, quelqu'un qui est attaché à vivre en ville. Et une autre caractéristique, c'est souvent quelqu'un qui fait partie de ce qu'on appelle la classe moyenne, voire moyenne supérieure. Mhm. Et la caractéristique principale, je dirais, c'est que c'est quelqu'un qui a fait des études supérieures. D'accord. Et c'est quoi la volonté? C'est appartenir à un groupe social? C'est tout simplement avoir des sensations fortes? C'est défier la gravité? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? La liberté? Il y en a plein. La liberté, le dépassement de soi, l'appartenance à un groupe, ce sont des choses qui reviennent. Défier les autorités? Ou pas? Non. Non. Ça, c'est pas. En tout cas, c'est une question qu'on pose, c'est une question qui se pose et c'est une réponse qui ne vient pas. D'accord. Il n'y a pas de recherche volontaire. Il y a une législation en matière de parcours. Est-ce que c'est autorisé? C'est interdit de monter, de grimper, de sauter sur un immeuble? Est-ce que la loi dit quelque chose là-dessus? Dans l'espace public, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas empêcher quelqu'un de se mettre debout sur un banc. Voilà. Quand on est sur un équipement public, par exemple un parc de jeux pour enfants, il y a un usage préconisé, mais il ne me semble pas que la loi puisse interdire quelqu'un qui est en dehors de la limite d'âge d'y aller et vraiment le réprimander ou le sanctionner. Et après, sur l'espace privé, puisque le parcours se passe aussi parfois sur l'espace privé, en France, il y a une règle, c'est qu'il est interdit de s'introduire illégalement chez quelqu'un. Tout à fait, oui. Une règle qui n'existe pas forcément dans d'autres pays d'ailleurs, où la règle est plutôt que l'important c'est de ne pas déranger. Et que si la personne propriétaire estime qu'elle n'est pas dérangée, alors la personne qui s'introduit n'est pas dans l'illégalité. Nathanaël, Florent, Hervé, vous pratiquez le parcours? Vous connaissez On connaît, je pense, mais on ne pratique pas. Je pratique pas. Non? C'est loin de vos préoccupations? Vous regardez ça de quelle façon, cette activité? Je trouve qu'il y a quand même des points de similitude avec le skateboard, avec cette sorte de recherche par rapport à soi-même aussi, des défis qu'on se lance par rapport à soi et pas forcément par rapport aux autres. Il n'y a pas cette hiérarchie avec de numéro 1, numéro 2. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette entité anti-héros qu'on retrouve aussi dans le skate. C'est aussi libre, quoi. D'accord. D'ailleurs, c'est quoi la philosophie d'un skater? S'il y a une philosophie de vie, c'est quoi? Allez-y. Comment vous voyez ça, vous, tous les trois? La recherche du plaisir, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ouais, recherche du plaisir, sur pousser aussi quand même des fois, enfin pousser ses limites. Puis je vais revenir toujours sur cette fraternité, quand on est un groupe, et ça fait toujours du bien d'être avec son groupe, ses amis. Et voilà, c'est se retrouver aussi dans un cadre qui nous fait plaisir. Et puis il ne faut pas se le cacher, c'est quand même une drogue au final, le skate. C'est quoi? C'est une drogue au final. Ah d'accord, ok. L'adrénaline, ouais. Voilà, c'est l'adrénaline, même la satisfaction quand on replaque une figure. Voilà, il y a cette sensation qui se dégage et ça on en redemande en fait. C'est ce qui pousse tous les jours à continuer à pratiquer. Et je pense que on peut retrouver ça aussi dans le parcours, quoi. On se fait peur, quoi. Et du coup, il y a une notion de plaisir là-dedans. On se filme beaucoup quand on est skater ou pas? Enfin, quand je dis pas se filmer soi-même, mais La nouvelle génération, la beaucoup nouvelle plus, génération, plus pour publier parce sur qu'ils les réseaux Ils sociaux. sont nés avec des écrans dans la main, donc à partir de là, ils veulent être dessus, quoi. Mais nous, on se filmait jamais dans le temps, quoi. Enfin, c'est dur de retrouver des vieux footage. Il fallait un caméraman, une caméra. Oui. Maintenant, on a un téléphone dans la poche, on filme, c'est fini, quoi. Ça vous arrive jamais? Si, on se filme encore, mais je veux dire, avant, c'était pas la recherche vraiment. Non, vous faites des selfies quand vous êtes sur un skate? Non, pas des selfies. Non, d'accord, ok. Robin, il y a un deuxième, c'est l'urbex. C'est quoi l'urbex? Alors, l'urbex, c'est le diminutif de Urban Exploration, donc exploration urbaine. En soi, ça veut rien dire exploration urbaine. En fait, alors on va voir quelques images. On va voir quelques images. L'urbex, en fait, c'est une activité qu'on peut résumer comme c'est un loisir. C'est pas une activité du tout qui se rapproche du monde sportif. C'est un loisir où on cherche à
repérer, identifier, localiser des sites abandonnés ou qui ne sont délaissés ou qui ne sont Comme plus on en le voit, usage. derrière nous, Voilà. donc des friches industrielles, des bâtiments. Des friches, des bâtiments, ou des infrastructures. D'accord. Et donc l'idée, une fois qu'on les a repérés et qu'on a trouvé un moyen d'y accéder, c'est d'y rentrer, de les visiter et le plus souvent de les photographier. Et après, dans le monde de l'urbex, par rapport à l'activité, il y a une règle tacite qui est qu'on ne prend que des photos et qu'on ne laisse que des traces de pas. C'est le principe. C'est le Donc principe. c'est découvrir du patrimoine qui est délaissé et d'en retirer une photographie, en tout cas un résultat artistique ou le plus artistique possible. Pour publier les photos. Le principe, c'est de vivre l'expérience. Beaucoup de personnes sont dans cette recherche de photographie, certains pour eux-mêmes, d'autres pour les diffuser, pour les montrer, pour obtenir de la reconnaissance en tant que photographe, ou, et ça se retrouve beaucoup, pour témoigner d'un passé, témoigner d'un patrimoine qui n'est souvent pas reconnu. Là, la photo qu'on voit, c'est une cimenterie. Ce n'est pas reconnu comme du patrimoine en Belgique. Elle n'a été patrimonialisée par aucune institution. Pour autant, on est sur une industrie typique d'une époque. Des personnes y ont travaillé. C'est typique d'une catégorie sociale, d'une époque, d'un monde. Et pour ces fans d'urbex, ils ont une mission d'archéologues, d'historiens, de témoigner de ce passé avant qu'il ne disparaisse. Ils sont nombreux, ces amateurs d'urbex. Et puis, alors, encore une fois, est-ce qu'ils portent eux aussi un nom, comme les traceurs et les traceuses dans Parcours? Oui, ils portent un nom très simple. Ce sont des explorateurs et des exploratrices. D'accord. Ils sont nombreux. Alors, encore plus difficile que pour le Parcours d'estimer leur nombre parce que c'est une activité qui est quasiment systématiquement illégale. Ce que je peux vous donner comme information, c'est que cette activité s'articule beaucoup autour de groupes sur les réseaux sociaux, que ce sont des groupes qui regroupent plusieurs milliers de personnes. Alors dedans, il y a des gens qui pratiquent et il y a des gens qui sont juste là pour regarder les photos des autres. Et pour vous donner une statistique très simple, moi, il y a un des groupes dans lequel je me suis inscrit qui avait 2000 membres et qui concernait le nord de la France et la Belgique seulement, 2000 membres en juin 2019, et qui a atteint 6000 ou 8000 membres 2 ans plus tard. Ah oui, donc c'est une activité qui a explosé ces dernières années. Une vraie appétence pour la découverte archéologique. Voilà. Ce sont des jeunes? Pas forcément. Moins que pour les autres activités. Il y a vraiment de tous âges. Il y a ce profil des personnes plus jeunes qui sont dans la recherche de l'expérience, parfois de braver l'interdit, repousser ses limites ou repousser les limites. Quelque chose qui caractérise finalement l'adolescence, sans tomber dans le cliché. Mais après, on a aussi tout un tas de personnes qui sont vraiment dans cette dynamique photographique ou dans cette dynamique historique, et ce sont des personnes plus âgées. On a des personnes, par exemple des anciens ouvriers qui ont travaillé il y a 30 ans, leur usine a fermé et leur première exploration c'est de retourner sur leur ancien site de travail, et de là la fibre prend et ils vont enchaîner et aller visiter d'autres bâtiments, etc. Pascal Taton, Parcours, Urbex, ce sont des activités que vous connaissiez? Alors que je connaissais, je dirais de manière générale, pas forcément à Nancy. Je suis pas sûr de la connaître. Alors c'est vrai qu'il y a une attirance pour les friches, pour les lieux en friche, pour des lieux un peu désolés. Alors soit il y a l'approche qu'a évoqué Robin, c'est-à-dire des gens qui sont très attachés à un témoignage historique, témoignage social. Soit il y a simplement ce goût qu'on a beaucoup vu au cinéma pour ces espaces abandonnés, donc voilà comment on le connaît. Moi, je ne connais pas beaucoup à Nancy. Je ne sais pas s'il y a un groupe, s'il y a beaucoup d'exploration urbaine, mais je n'en connais pas. Est-ce qu'on peut imaginer que les villes, finalement, regardent d'un autre regard leur patrimoine délaissé, qui sont devenus des friches industrielles, dont on ne sait pas toujours quoi faire, et puis qu'elles trouvent finalement une nouvelle filière pourquoi pas transformer ça en lieu touristique, peut-être un petit peu plus encadré, avec des guides conférenciers qui raconteraient un peu l'histoire du bâtiment. Alors ça veut dire qu'on détournerait peut-être le côté archéologue libre de faire ça quand il a envie de le faire. Hein. Mais c'est en fait toute la question que soulèvent ces pratiques. C'est que, ça a été dit tout à l'heure, le détournement ou le fait de le faire, mais c'est bien parce qu'on le fait en douce. Je veux dire, si demain on amène des hordes de touristes pour le faire, je pense que la signification n'est plus la même.
Après, il se trouve que dans l'espace urbain, peut-être je peux témoigner, je suis un petit peu à côté de la question là, mais aujourd'hui, les friches, effectivement, il y a des friches qu'on est obligé de conserver pendant quelques temps. Donc pouvoir les soumettre à des activités de ce type, mais même par exemple installer des skateboards dedans et autres, enfin des skateparks, bien sûr. ça c'est une bonne chose. Toute la difficulté... on va leur poser la question, ça vous plairait, un skatepark dans un lieu, juste après, hein, dans un lieu comme ça, dans un lieu délaissé, etc. Ça serait super. Oui. Ça aurait du cachet, oui, forcément. Et pour en revenir à Nancy, on a fait la demande pour le site Alstom, qui est une friche industrielle. Oui. Voilà. D'accord. Donc voilà, on peut Voilà. regrouper finalement des gens qui ont des mêmes motivations. La difficulté, si vous voulez, c'est que d'une part, les friches commencent à être un peu convoitées, puisque vous le savez, on cherche à du foncier. ne pas trop artificialiser, ne pas trop. Donc on cherche à réinvestir. Il y a quand même là un but un peu écologique. Et toute la problématique des friches, c'est que ce sont des activités transitoires. Et toute la difficulté, c'est quand des gens qui, si notamment ils se sont plus dans l'espace et dans la grande liberté dont ils ont pu jouir, le jour où on vient et on leur dit maintenant on veut récupérer la friche pour faire autre chose, pour faire de l'habitat ou autre, c'est toujours un peu compliqué. Donc c'est toute la question de la relation avec des occupations transitoires. Voilà. Sinon, c'est ce que tu as. J'imagine que l'une des grandes questions des élus aujourd'hui, c'est comment concilier ces souhaits et ces désirs de groupe, que ce soit des skateurs, des gens qui font du roller, de l'urbex, du parcours, et comment gérer ces conflits d'usage, puisque conflit, il peut y avoir. Alors tout à fait. Alors c'est entre les catégories que vous avez évoquées, ou peut-être plus généralement les pratiques qui se développent énormément sur l'espace public, qui sont les pratiques Comme la trottinette. traditionnelles, exactement, la trottinette, la course, la gymnastique, ce qu'on appelle maintenant le street workout, enfin ça consiste à faire de la gymnastique, le vélo. Et effectivement, parce que d'abord il y a une demande très forte. Aujourd'hui, il y a eu une enquête sur l'Île-de-France, 60% des gens préféreraient faire du sport sur l'espace public. Donc ils ont envie, et d'ailleurs on le voit, on le constate, ils investissent l'espace public. Et donc là, effectivement, il y a des régulations. Alors, soit on codifie beaucoup et on fait des espaces dédiés, c'est-à-dire qu'en clair, on essaie de séparer les gens, soit on joue plutôt sur des espaces où on les mêle. Il y a une régulation qui s'opère, qui est plutôt, parce qu'on l'a entendu là, par exemple, les gens du skateboard, c'est plutôt des gens sympathiques et plutôt qui ne sont pas dans la recherche de conflits. Donc ça se passe, mais c'est vrai qu'on l'a vu avec les vélos et les piétons. Alors en général, c'est les espaces dédiés comme le skatepark, les gens n'y vont pas trop. Là, la problématique, c'est plutôt ce qui a été évoqué, le petit gamin que les parents amènent, alors qu'il y a là des skateurs qui font des choses... Bon, ça peut être compliqué. Le vrai conflit, c'est la vitesse. On l'a vu entre le vélo et le piéton. C'est là que ça pose question. Et puis, pardon, juste pour finir, parce qu'on voit bien qu'une des aspirations, et je trouve que la demande qui était faite tout à l'heure, c'est finalement pas d'avoir juste un espace dédié, c'est plutôt d'être dans la ville. Je pense que toutes ces pratiques-là, et la ville est devenue un peu un spectacle. Et donc, Un décor. Exactement. Et ce que vous avez dit en disant, à la limite, nous, on préférerait peut-être plusieurs spots et puis être dans des parcours, ça, c'est un peu plus difficile à gérer. Parce que par contre, un skatepark, c'est simple, quoi. Mais ça se fait à Bâle. À Bâle, je sais qu'il y a quelques spots comme ça dans la ville qui ont été faits en collaboration avec des skateurs et la mairie, quoi. Oui, avec la collectivité, Et là, les aménageurs. là, c'est intelligent, du coup. Et à Nantes, il y a une place dédiée, elle s'appelle la place Marc Gonzalez. Et elle fait partie vraiment de l'espace urbain sans être un réel skatepark. Ça va être des bancs skatables, ça va être des points inclinés où même les gens peuvent s'asseoir. Enfin, c'est pour tout le monde. D'accord. Il y a une réflexion très poussée. Oui, Robin. Et donc, pour continuer, parce que je vous rejoins totalement, vous posiez la question tout à l'heure de ce sera quoi le skatepark dans 10 ans. Oui. J'aurais envie de répondre un peu de manière brutale. Le skatepark dans 10 ans n'existera plus. Dans 10 ans, le skatepark, ce sera la ville, et la ville sera un skatepark. Et ce que vous évoquiez... Non, mais la ville sera un skatepark, la ville sera un terrain de parcours, la ville sera un terrain de course à pied, la ville sera un terrain de cyclisme, la ville sera un terrain de tout, un terrain de jeu. La ville sera un terrain de jeu. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, ces bancs skatables à Nantes, cette mixité, c'est quelque chose qui sont déjà un petit peu théorisés. On a le skate urbanisme qui se développe à Bordeaux, dans les pays scandinaves, en Grande-Bretagne. Le skate urbanisme, c'est une idée assez simple, c'est que en fait, aujourd'hui, on a des SCOT, des schémas de cohérence d'organisation territoriale, et c'est juste de se dire, ok, maintenant dans les SCOT, on va aussi penser skateboard. Et c'est-à-dire que demain, on a un projet de réaménagement d'un quartier, et quel banc va être skateable et lequel ne va pas être skateable, quelle place va être en pavé
et donc pas skatable, et laquelle va avoir un revêtement adapté. Qu'est-ce qu'on va poser quels aménagements on va prévoir pour mettre des zones de lecture et de pique-nique. Il y a beaucoup de collectivités qui réfléchissent à ça, qui ont une réflexion poussée. Ils réfléchissaient à ça dans le mauvais sens avant. C'était des anti-skates, on appelle ça. Ah si, c'était vraiment. Non, mais j'imagine. Et ils mettaient des cornières métalliques sur les endroits que nous on pouvait utiliser en glissant. Et ils nous punissaient de ça, quoi, parce que c'était la détérioration de matériel public, quoi. Du coup, il y avait un hic là-dessus. Mais avant, c'était déjà pensé. Ils pensaient déjà à nous, mais dans le mauvais sens, quoi. Là, on va leur mettre des pavés qui roulent pas parce que là, il y a des fenêtres. Là, on va leur mettre des anti-skates qui grignent pas parce que ça va tout casser. Et hop, on va les parquer dans un skatepark loin là-bas. Là. D'accord. Une forme d'anti-skate urbanisme qui a poussé très loin le vice, puisque tu évoquais les petits, je sais pas, des billes en métal qu'on met sur le coin d'une marche, mais on en est arrivé aussi à faire des creux dans le coin d'une marche, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de problème, et au moment où on va grinder, en fait, on se tombe dans un trou, et c'est la chute. Et en fait, c'est paradoxal, parce qu'en même temps, les billes qui ont été posées dans le milieu urbain, souvent, elles sont faites pour les personnes malvoyantes aussi, hein, pour détecter, etc. Donc ça, c'est anti-skate par essence. Au niveau des marches, oui. Mais ça, c'est pas gênant? Non, les aveugles, c'est bon pour eux, donc nous, on va pas se plaindre de ça, quoi. D'accord, ok. Non, mais conflit d'usage, encore une fois. Ouais, non, mais là, non. Non, ça, on va pas jusque-là. Aujourd'hui, vous utilisez votre skate encore comme moyen de locomotion, uniquement pour du plaisir? Non, moyen de locomotion aussi. Voilà, pour aller au travail, pour aller faire ses courses, etc. etc. Moi aussi, le moyen de locomotion, j'ai un skate électrique, donc qui me permet aussi de me déplacer dans les petits villages derrière. Là, c'est vrai que sur les voies vertes, ça va bien. Vous, Nathanaël? Également, quasi quotidiennement. D'accord. Sur tous Alors, les trajets. pour vous, c'est quoi les gros handicaps que vous rencontrez dans votre pratique du skateboard comme moyen de locomotion, pour le coup? Est-ce qu'il y a vraiment des choses dont vous dites il va falloir que ça change parce que c'est pas du tout... Des pistes skatables. Des pistes skatables, d'accord. C'est-à-dire des pistes cyclables skatables avec des différents spots. Du skate on peut tout urbanisme. imaginer, hein, franchement. Du skate urbanisme. Il va falloir de l'argent, Pascal Platon, pour les collectivités, pour satisfaire toutes ces demandes, ces souhaits. Mais c'est compliqué, comme ça a été dit, c'est compliqué techniquement. Et puis il me semble que le skate conserve, puisqu'aujourd'hui vous voyez beaucoup d'aménagements se faire par exemple pour le vélo, ça répond à une très forte demande, c'est nécessaire, il faut le faire, avec des espaces dédiés. Et moi il me semble que pour le skate c'est plus difficile, parce qu'il y a quand même dès le démarrage un esprit de liberté qui fait que je ne suis pas sûr que les skateurs ont envie d'avoir des pistes pour les skateurs. Et eux, justement, ils vont passer sur le trottoir, c'est-à-dire qu'ils vont justement jouer à venir sur des espaces qui sont tantôt consacrés aux piétons, tantôt consacrés au vélo, voire la voiture. Et je pense que c'est l'esprit même. Donc, difficile de venir discuter avec eux pour essayer de faire des pistes de skate à travers la ville. Je crois que c'est ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie circulaire, c'est-à-dire on prend un objet depuis sa naissance jusqu'à sa mort, on y réfléchit à son évolution, à sa modularité, et puis surtout à recycler ou réutiliser. Dans le domaine du skatepark, dans le domaine des aménagements urbains, on en est où? Alors, d'abord, on est beaucoup sur la réintroduction de la nature dans la ville, du vivant. Je ne suis pas sûr que ce soit l'espace préféré des skateurs, parce qu'eux, ils sont sur du minéral. Bah oui. Mais ça, de plus en plus. Hein. Oui, ça vous pose pas de soucis. Dans les skateparks, il y a de plus en plus de zones arborées, etc. Avec des fleurs, etc. Ouais, J'en ai rarement vu, moi. Hein. Non, c'est vraiment en train de se développer, ça. D'accord. Pour justement casser l'esprit froid, béton, que ce soit un peu plus soft, quoi. D'accord. Parce qu'en matière de recyclage, les skateparks qu'on a aujourd'hui, c'est du béton. Et le béton, c'est pas le mieux pour le recyclage, parce que derrière, il faut qu'on casse. Enfin, je veux dire, en bilan carbone, recycler un espace en béton, enfin que ce soit un skatepark ou autre chose, c'est pas le bon truc, quoi. Voilà. Mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est de voir, parce que je pense que ça, c'est une vraie aspiration de tous les citoyens, ce rapport au vivant et à la nature, et de voir comment les skateurs, ce qui d'ailleurs, à mon avis, plaide pour ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire plutôt des spots plutôt qu'un grand bloc neutralisé, qui est vraiment forcément très minéral. Réfléchir aussi à de nouvelles pratiques, puisque l'idée, si demain il y a moins de skateurs, ce que je ne vous souhaite pas, hein, il faudra peut-être recycler et retransformer. Alors, est-ce qu'on réfléchit? C'est quoi les nouvelles pratiques récréatives qui devraient voir le jour là, dans les 10 ans à venir, qui sont encore embryonnaires? Alors, vous les voyez, je ne sais pas, non, mais je pense que chacun peut faire ses hypothèses. Peut-être que Robin est plus
plus à même. Alors moi, sur le sport, c'est pas très nouveau, mais moi je suis convaincu que les murs d'escalade vont sortir dans la ville. Ça, je suis convaincu de ça. Oui, aujourd'hui, elles sont plutôt cantonnées en intérieur. Oui, voilà. Et moi, je pense qu'on va commencer à en voir parce qu'on a beaucoup amélioré toute la sécurisation, qui fait que maintenant, ça devient possible. Voilà. Alors, je lance une idée, mais il y a sûrement y en a-t-il d'autres. On a vu apparaître quand même pas mal dans certaines communes des agrès. Donc des gens qui font du sport en extérieur plutôt que d'aller dans une salle. Est-ce que ça aussi s'est amené à se développer ? Ça va très vite. Oui. Puisque nous, on a vu, il y a eu toute la vogue des salles, des grandes salles. On a eu juste avant la pandémie. Il faut savoir que sur l'agglo, il y a eu une trentaine de salles qui sont créées pour aller faire du sport en salle. Et aujourd'hui, il y a une grande aspiration à sortir. Et donc, on a vu se multiplier. Il y en a pas loin du skatepark de Nancy, des agrès qui s'installent un peu partout. Les gens, encore une fois, c'est ce qu'on appelle le street workout. C'est un peu pompeux pour tout simplement parler de gens qui font des pompes ou des tractions. C'est très demandé parce que les gens veulent être dehors, parce qu'il faut pas le nier, il y a quand même un côté spectacle. Et il y a aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, de plus en plus les gens se filment, les jeunes se filment, parce que c'est plus facile, parce qu'ils ont la GoPro sur le casque ou autre, mais aussi parce que c'est rentré, c'est très lié à la pratique des réseaux sociaux et du numérique. Et je pense que encore une fois, ça participe de cette mise en spectacle de la ville et des individus dans la ville. Ça, c'est un élément important. Qui d'ailleurs importe dans les politiques publiques, puisqu'en gros, une politique publique, pourquoi on travaille là-dessus ? Il y a la question de la santé, il faut savoir que l'obésité progresse beaucoup. Donc, plus les gens feront du sport, plus on évitera ça. Il y a le côté inclusion sociale. Donc ça, c'est très important de pouvoir donner des pratiques pour des jeunes, des personnes plus âgées, des garçons et des filles. La question du genre est extrêmement présente dans les trucs. Et puis le troisième, c'est l'attractivité. Une ville comme Hambourg a une ligne de communication sur Hambourg, ville active, ville du sport, et du sport dans la ville. Donc aujourd'hui, c'est un élément attractif de pouvoir aussi faire valoir des équipements ou des manifestations, parce qu'on a beaucoup parlé d'équipements, mais je pense que les manifestations, on parlait tout à l'heure des vagues de rollers, des choses comme ça, sont des choses qui valorisent les villes. Hervé Masson, vous voyez de nouvelles pratiques récréatives apparaître dans le milieu urbain, des tendances comme ça ? Je pense que monsieur, il est au top de la nouveauté. Enfin, je vois pas quelque chose de plus nouveau que le parcours, quoi. Enfin, je suis peut-être has-been, je sais pas. Tu connais quelque chose de plus moderne que le parcours ? Non, c'est vrai que ça, c'est une discipline qui effectivement prend de l'ampleur en ce moment. Qui est très nouvelle, quoi. Mais c'est vrai que l'histoire des salles d'escalade, je sais qu'il y a la franchise Arcos qui a installé quelques salles en centre-ville, à Paris notamment, et tous ces sports dédiés à grimper, où je pense que ça, il y a de l'avenir. Si je réfléchis de manière pragmatique, on court, on saute, on grimpe, on lance, on nage. Alors donc a priori, si on prend vraiment les actions de base, ce qui pourrait éventuellement se développer, ce serait les activités de lancer, du street golf, du foot de rue, mais ça, en fait, ça existe déjà depuis longtemps. Ça n'a pas forcément pris de manière énorme dans l'espace public. Le foot de rue, en fait, c'est les city-stades maintenant. On court, ça on le fait et on continue de le faire et on est à fond là-dessus. On saute, le parcours se développe. On grimpe, je suis d'accord, je pense que l'escalade va de plus en plus sortir, mais donc se développer et sortir dehors des murs d'escalade en accès libre. Peut-être la nage, mais on est en France, la natation dans les rivières en ville me paraît encore un peu compliqué. Mais après, je pense qu'on est vite limité, on ne pourra pas voler malheureusement. Quoique se développe le base jump urbain, etc., etc. Mais on va vite être limité dans nos aptitudes physiques. Par contre, peut-être moi ce que je pense, c'est que ces pratiques vont prendre de l'ampleur et que derrière va y avoir un travail poursuivre pratiques sportives libres, donc un peu plus de libération sur tout le reste. C'est des questions qui vont se poser, c'est des douches en libre service en dehors des gymnases, des casiers en libre service en dehors des gymnases, de la signalétique adaptée à ces activités, etc., etc. Et ça, par contre, je pense que c'est peut-être le défi de demain sur le développement de ces sports urbains qui sont en fait des pratiques libres dans l'espace urbain. De plus, peut-être la création d'une vraie filière économique derrière tout ça, parce qu'il y a peut-être de nouveaux métiers à créer. Alors, il existe des coachs sportifs bien installés, mais peut-être qu'il y en aura beaucoup plus demain, des guides conférenciers pour Urbex, pour ceux qui voudraient être encadrés. En espérant vous avoir suffisamment intéressé à toutes ces nouvelles pratiques récréatives, pour certaines transgressives, pour d'autres beaucoup plutôt libertaires.
libertaire. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis et puis on espère vous retrouver très très vite. Merci messieurs.